Fond, c'est une pâture de 50 hectares qui est située au lieu d'Ilanan des Judes, où parfois cette dénomination comme camp de Judes. Et cette pâture avait été repérée par les autorités militaires et elle a servi donc à la construction des baraquements. Environ 16 000 républicains espagnols, 16 626 selon les statistiques officielles, ont été internés à Cétron, choisis notamment parmi les ouvriers spécialisés des camps du Roussillon. Alors, ils étaient acheminés au départ en train jusqu'à Caussade, jusqu'à la gare de Caussade, et puis ensuite, le train s'arrêtera à Beauredon, qui est une gare plus proche du camp, et ensuite, il continue le chemin à pied, ce qui permettra d'éviter aux colonnes d'hommes en marche de troubler, selon les autorités locales, les habitants des lieux traversés. Alors c'est tardivement, le 27 février 1939, que les pouvoirs publics ont décidé de créer ce camp, devant la surpopulation des camps du Roussillon. Et le préfet du Tarn-et-Garonne, le 28 février, espère que 4 et peut-être 5 baraquements devraient être prêts pour l'arrivée des premiers réfugiés quelques jours plus tard. Mais le 5 mars, quand le premier train arrive, seules 4 baraques sont construites sur la quarantaine envisagée. Et là aussi, les Espagnols durent s'abriter les intempéries comme ils pouvaient. Et ensuite, ils s'entassèrent sur la paille et même le sol. Le camp comprenait 45 baraquements, ouverts sur un des côtés, couverts de tôles ondulées et surveillés par 1 millier de militaires, 6 pelotons de garde mobile, un escadron de cavalerie, un bataillon d'infanterie et un bataillon de tirailleurs sénégalais. Conformément à la circulaire du ministère de l'Intérieur de mars 1939, demandant au préfet de recenser les travaux qui pourraient être confiés aux réfugiés espagnols sans concurrencer la main-d'œuvre locale, il fut envisagé différents types de travaux, mais très vite, parce que ces travaux n'ont pas pu être organisés, des équipes sont affectées à l'entretien du camp ou à des travaux à l'extérieur, curage de fossés, restauration de berges de rivières, et un grand nombre d'Espagnols furent recrutés par les agriculteurs et les industriels des environs. Puis des CTE sont constitués, l'une des premières compagnies dans le camp militaire de Caylus, aussi dans le Tarn-et-Garonne. 6 compagnies de travailleurs étrangers furent constituées à Cétron et envoyées elles aussi dans différentes destinations, et 2 notamment à la ligne Maginot. Et c'est le cas notamment de Mariano Constante, qui sera fait prisonnier avec ses camarades dans la zone de la ligne Maginot et sera déporté comme eux à Mauthausen pendant plusieurs années. Mais les internés de Cétron vont être embauchés prioritairement dans les mines, dans l'industrie d'armement et dans l'aéronautique. Les houillères de Decazeville ont délégué à Cétron leur responsable du personnel, assisté d'un jeune interprète, et ils recrutent à Cétron pour combler les vides créés par la mobilisation. En effet, le ministère du Travail sélectionne des ouvriers pour les professions déficitaires du fait de la mobilisation, professions déficitaires dans les mines, dans la métallurgie, mais il veut également recruter des bons professionnels pour les industries de pointe. La main-d'œuvre espagnole devient alors très recherchée, si bien que d'indésirables, les républicains espagnols deviennent maintenant très désirés. Et des examens professionnels sont organisés dans le camp de Cétron. De nombreuses archives montrent comment cela était organisé. Et aussi, l'industrie de guerre va s'intéresser rapidement aux ouvriers qualifiés regroupés à Cétron. Les usines d'armement et d'aéronautique également. Et c'est ainsi que Cétron a été l'objet de très nombreux plans de recrutement. Des réfugiés espagnols furent embauchés
par la Poudrerie nationale à la cartoucherie de Toulouse, mis à disposition de l'autorité militaire, si bien qu'il apparaît vraiment beaucoup dans les textes de l'époque que le camp de Ceffonds est réputé pour avoir fourni la main-d'œuvre espagnole au profit de la métallurgie et des poudreries nationales. Les usines toulousaines d'aéronautique, de Breguet et de Voitine, ainsi que l'entreprise Gnomerone, spécialisée dans les moteurs d'avion, mais qui, elle, est installée en région parisienne, recrutent des ajusteurs à Ceffonds. Breguet et de Voitine ont envoyé des représentants dans le camp pour choisir les ouvriers, les agréer, passer des contrats avec eux. Par exemple, 51 ajusteurs partent vers de Voitine le 8 septembre 1939, 25 autres le 11 septembre, 11 le 18 septembre, ainsi que des tourneurs et des mouleurs. Des centaines d'Espagnols sont embauchés à l'usine de la société métallurgique et minière du Périgord, installée à Fumel, après avoir usine qui avait quitté la Lorraine. Un fichier très intéressant et complet de 236 républicains espagnols de la société minière et métallurgique de Fumel a d'ailleurs été reconstitué par Mer 47. Des Espagnols sont aussi embauchés par le projet de construction de la poudrerie de Sainte-Livrade, où ils travaillent pour la construction des bâtiments imposants destinés à abriter des produits chimiques extrêmement dangereux, avant de travailler tout aussi dur à essayer de démolir ce qui avait été brièvement décidé peu de temps auparavant. Donc on voit que les Espagnols internés à Ceffonds sont vraiment très demandés par les usines de la région et même de zones plus éloignées. Alors, avec un certain nombre de retours en Espagne, il y a plus de 4700 à l'été 1939, à partir de Ceffonds, les embauches à l'extérieur, le camp commence à se vider et presque vide en mai 1940. Mais la défaite et l'armistice vont avoir des conséquences importantes, puisque ceux qui ont été employés dans l'industrie de guerre vont, selon les conditions de la convention d'armistice, être débauchés du jour au lendemain, puisqu'il faut que la France arrête de faire fonctionner ses industries de guerre. Voilà. Et par ailleurs, les réfugiés civils qui ont été emmenés dans des zones plus septentrionales en 1939, ainsi que toutes les compagnies de travailleurs étrangers qui étaient affectées dans des régions plus au nord, vont connaître, comme la population française de ces départements, les errances de l'exode. Si bien que le camp de Ceffonds va à nouveau se remplir après l'armistice. Il va à nouveau se remplir, notamment de républicains espagnols débauchés de l'industrie de guerre ou de compagnies de travailleurs. Il va également accueillir les anciens, ceux qui étaient engagés dans les régiments de marche de volontaires étrangers pour la durée de la guerre. Ainsi, à Ceffonds, le 21e, 22e et 23e régiment de marche de volontaires étrangers sont dissous directement dans le camp. Et le camp donc va être divisé en deux. Une partie du camp va servir au triage et à l'hébergement des étrangers dits indésirables dans l'économie nationale. Cette partie est clôturée, dépend du ministère de l'Intérieur. Et une autre partie est réservée aux travailleurs, des groupements de travailleurs étrangers, qui sont des structures créées par le régime de Vichy en septembre 1940 et qui vont succéder aux compagnies de travailleurs étrangers. Et une multitude de petits camps va s'ouvrir pour recevoir les travailleurs des GTE. Les hommes sont répartis en petits groupes en fonction des tâches auxquelles ils sont affectés. Les hommes des GTE restent groupés lorsqu'il s'agit de travaux, de lourds travaux, tels que l'aménagement de routes, les constructions de barrages ou la coupe du bois qui est nécessaire au gazogène pour l'époque.
D'autres peuvent être amenés, et c'est souvent préférable, à vivre chez leur patron à la campagne, dans des logements individuels en ville, mais tout en restant attachés administrativement au GTE. Mais alors, il y a de très nombreuses situations individuelles. Donc voilà très rapidement brosser l'évolution du camp de Ceffonds, à la fois et ses différentes étapes. Et là,